Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. L'Europe, c'est comme les oignons. Plus on l'épluche, plus on pleure. J'ai remarqué que ceux qui veulent changer l'Union européenne, souvent ne savent pas comment fonctionne l'Union européenne et de quoi elle s'occupe réellement. Le projet sur lequel nous voulons refonder l'Union européenne. Changer l'Europe. Le 25 mai, votez pour une Europe qui vous protège. Il faut d'abord un nouveau modèle de civilisation, et cela commence par la fin de l'exploitation de l'homme, par le changement des structures de l'économie, par le changement des modes de production. À partir de là, un homme nouveau pourra vivre en liberté dans l'Europe, mais une autre Europe. À l'UMP, grand parti de droite et de centre-droit, nous sommes profondément européens. C'est même le cœur de notre histoire. Nous sommes parfaitement réalistes sur l'Europe que nous voulons. Nous agirons pour refonder avec tous les partenaires européens qui le souhaitent l'Europe dont nous avons besoin. On a vitalement besoin d'Europe. On a besoin de plus et de mieux d'Europe parce que l'union fait la force. Pour que cela change, il faut réorienter l'Europe. Aujourd'hui, par notre vote, nous avons le pouvoir d'imposer une nouvelle direction pour une nouvelle croissance. Demain, nous nous battrons pour une Europe qui s'engage avec force pour l'emploi et la formation des jeunes comme des seniors. Tous ensemble, déterminés, lucides et volontaires pour agir concrètement et efficacement pour un avenir commun. Pour une Europe fédérale, pour une Europe écologique et solidaire. Pour une Europe plus démocratique et moins technocratique, qui nous protège et assure la prospérité. Oui, nous pouvons changer les choses. Pour dire non à l'Europe capitaliste et construire vos luttes. Il faut refonder l'Europe. Moi, je veux changer l'Europe. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. Pour changer cette Europe-là. Mais encore. Il faut changer l'Europe. Non, mais il faut la changer. Il faut qu'on change l'Europe. Changer cette Europe. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. C'est-à-dire que si on ne change pas d'abord l'orientation en Europe... Parce que si on ne change pas l'écosystème européen... Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Refonder cette Europe. C'est de bâtir une Europe enfin utile. Construire l'Union européenne sur des bases différentes. Et qu'il faut construire une autre Europe. Et donc ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Pour une autre Europe. D'une autre Europe. Pour une autre Europe radicalement différente. Ne dites pas, il ne faut pas dire qu'au fond de ça, nous sommes anti-européens. Nous sommes contre cette Europe-là. Face à une fiscalité agressive et la mondialisation, c'est évident qu'on doit changer nos systèmes de production, qu'on doit revoir les systèmes de transformation, de distribution, et aussi produire une agriculture de qualité, plus riche, dans l'intérêt des producteurs. Et effectivement, pour cela, l'idée d'une gouvernance bretonne est extrêmement importante. On parlait tout à l'heure de l'Europe. L'Europe n'est pas forcément un ennemi. L'Europe, c'est ce qu'on veut bien en faire. Actuellement, l'Europe, c'est l'Europe des grands États, ce qu'on appelle les États-nations anciens, la France, l'Allemagne. Nous souhaitons effectivement construire une Bretagne indépendante avec une voix au Parlement européen, et notamment pour défendre les intérêts bretons au-delà de Paris, puisque Paris est bien éloigné de nos intérêts. Ma vidéo va donc avoir un plan en 3 parties. Premièrement, de quoi s'occupe l'Union européenne. Deuxièmement, comment elle s'en occupe. Et troisièmement, comment c'est-il que ça change tout ça? Chapitre 1. L'Union européenne, pourquoi ça s'occupe de mes oignons? Tout d'abord, de quoi s'occupe l'Union européenne? C'est expliqué dans le traité de Lisbonne, qui est lui-même coupé en 2 parties. Le traité de l'Union européenne, TUE, qui s'occupe en gros des institutions de l'Union européenne, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, qui lui s'occupe en gros de comment ça fonctionne l'Union européenne. Et ce traité de Lisbonne, je le rappelle, a été rejeté par référendum et revoté par les Irlandais en 2008, et il est identique au traité de constitution européenne qui avait été déjà rejeté par référendum par les Français à 55% et par les Néerlandais à 63%. Bref, de la belle démocratie à l'européiste. Les articles 2 et 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne disent
que c'est l'Union européenne seule, sans les États, qui s'occupe de plusieurs sujets. Il est écrit « Seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants. » Sur l'Union douanière, l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, donc les règles de concurrence, entre les produits polonais, par exemple, la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro, la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, la politique commerciale commune, c'est-à-dire les négociations à l'OMC. Mais il y a aussi le fait que l'Union européenne dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international, comme le CETA, le TISA, le TAFTA, le Mercosur, etc. Donc tout ça, les États n'ont pas un mot à dire sur ces sujets-là. D'accord? Donc les douanes, la concurrence, la monnaie, la pêche, le commerce et les traités internationaux, les États n'ont pas un mot à dire. Donc Macron, chut, tais-toi, je veux plus t'entendre parler du CETA, du TAFTA, du Mercosur, tout ça, ça ne te concerne pas. Occupe-toi d'être le gouverneur de la province France, t'occupe pas du reste. Laisse faire les grandes personnes. Les articles 2 et 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne disent que les États peuvent s'occuper d'un certain nombre de sujets jusqu'à ce que l'Union européenne décide de s'en occuper. C'est ce qu'ils appellent des compétences partagées. C'est le sens du mot partage à l'européiste. Les gros en ont plus, les petits en ont moins. Bref. Et il est dit dans le texte du traité, les États membres exercent leurs compétences dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. D'accord? Donc c'est clair. Donc à partir du moment où l'Europe, elle a dit quelque chose, la France, elle fait chut, chut, tais-toi maintenant. Ça y est. Les grandes personnes, elles ont parlé, tu te tais maintenant. Et donc aujourd'hui, maintenant, avec tout le temps qui est passé, évidemment, l'Union européenne s'occupe et s'est mêlée de pratiquement tous les sujets. Il y a des directives et des règlements sur le beurre de cacao, sur les huiles de moteur, sur les huiles alimentaires, sur les huiles alimentaires agrémentées d'huile de moteur, etc. Il y en a surtout sur la taille des fenêtres, sur la façon dont les bénéfices des entreprises doivent être taxés, sur tout, je veux dire, voilà, il reste quasiment rien. Donc les sujets qui sont des compétences partagées, c'est-à-dire tes doigts maintenant, c'est les grandes personnes qui parlent, c'est le marché intérieur, la politique sociale à l'européiste, pour les aspects définis dans le présent traité, la cohésion économique, sociale et territoriale. Il n'y a pas un ministre de la cohésion territoriale actuellement au gouvernement? Bref. L'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer, qui, dans ce cas-là, est exclusivement de l'Union européenne. L'environnement, c'est pas la peine de parler de politique environnementale française, ça ne sert à rien, ça n'existe plus. La protection des consommateurs, il faut comprendre la protection des intérêts des investisseurs et des industriels pour que les consommateurs leur donnent de l'argent, pour que les consommateurs consomment. Les transports, avec un petit clin d'œil à la SNCF et au car Macron. Les réseaux transeuropéens, donc là aussi, les autoroutes qui vont d'est en ouest, et donc aussi pour les transports, tous les transports des pays de l'Est qui font les transports dans toute l'Europe et tout ça. L'énergie, donc avec EDF, qui sera bientôt privatisé, Enedis, l'ex-ERDF, Engie, l'ex-GDF, et GRDF, tout ça, ça va être privatisé, donc chers fonctionnaires, soyez des européistes convaincus quand ça vous sera au chômage. Ensuite, donc l'espace de liberté, de sécurité et de justice, les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique pour les aspects définis dans le présent traité. Donc, on verra ça un peu après, ça sera expliqué.
De quoi ça parle. Et donc actuellement, il y a à peu près entre 75 et 80% des lois nationales françaises qui sont des retranscriptions de directives ou de règlements européens. Ma patience a atteint ses limites. Ça suffit. Dans le monde feutré de la Commission européenne, il est plutôt rare d'entendre de tels mots. Mais la commissaire est fâchée. L'objet de sa colère, la France et ses expulsions de Rome. Nous avons de sinistres mémoires. Les déportations pendant la Deuxième Guerre mondiale, allons-nous recommencer cela? Ce serait la fin de l'Europe. Je dis non, et en tant que gardienne des traités, je m'y oppose. Contre la France, parce que la France n'a pas transposé en droit français les garanties procédurales lors de problèmes avec la libre circulation. Donc la France n'a pas appliqué le droit européen comme il se devrait et donc nous avons décidé de lancer une procédure d'infraction contre la France. Non, c'est le cas de la France aujourd'hui. Il y a beaucoup de procédures d'infraction sur beaucoup de directives contre beaucoup d'États membres et tout cela suit son cours. Mais aujourd'hui, c'est la France qui est sur le devant de la scène, c'est la France qui a posé problème, c'est la France dont on a analysé les législations et où on a trouvé qu'il n'y a non-accord avec le droit européen. Il y a deux choses différentes. Il y a la directive européenne qui est une garantie pour tous les citoyens européens. Ça n'a rien à faire avec les Roms. Depuis longtemps, on a dit à la France qu'en matière de garantie, si quelqu'un est pris par la justice, cette personne a des garanties. Eh bien, ces garanties ne sont pas dans la loi française. Elles doivent l'être pour protéger les citoyens européens en général. Maintenant, concernant la question des Roms, ce qu'on a vu pendant le mois de juillet et d'août, c'est une question, est-ce qu'il y a eu discrimination ou non d'une ethnie ? Et là, la Commission a eu au plus haut niveau des assurances politiques que non, il n'y a pas eu de discrimination et non, la fameuse circulaire du 5 août n'a pas été appliquée de façon discriminative et d'ailleurs maintenant, entre le 13 septembre, elle a été changée. Nous sommes d'avis que ces assurances sont bien, mais nous voudrions voir les détails. Qu'est-ce qui est arrivé à ces citoyens européens? Est-ce que véritablement ils ont été discriminés ou non? Alors nous demandons à la France de nous fournir les preuves, les documents de l'expulsion, les documents du passage devant le juge de toutes ces personnes qui ont été expulsées pendant l'été en France. La luxembourgeoise Viviane Reding, commissaire à la justice, vice-présidente de la Commission. Elle est à l'origine, entre autres, d'un projet de réforme de la garde à vue en France. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu 10 ans pendant lesquels on n'agissait pas parce qu'on ne voyait pas la nécessité d'agir en commun. Et il est grand temps de refaire ce temps perdu parce qu'on a vu ce que ça nous coûtait de ne pas avoir mis en place les instruments nécessaires à pouvoir intervenir. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Nobody gets a special treatment. All citizens are equal and all member states are equal. But yes, I do not know if it is now 80% or if it is 75%. The truth is that most laws which are applied and executed, implemented at national level are based on European laws, directives which then have to be translated into national laws. So the biggest part
of the legislation which is applied in a given member state, in one of the 28, is decided by the European Parliament in co-decision with the Council of European Ministers. And that is why it is so important that people are aware of the power which they entrust to the European parliamentarians, who in a majority vote can decide upon the laws which afterwards are applied or not applied in the European member states. Et une grande invitée, une femme aujourd'hui, Viviane Reding, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous étiez ancienne vice-présidente de la Commission européenne, en particulier chargée de la justice luxembourgeoise. Vous êtes d'ailleurs illustrée par un bras de fer, notamment avec la France, sur la question du traitement des populations roms. Et puis aujourd'hui, vous êtes députée européenne du Parti populaire européen. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces fameux révélations, les Panama Papers, avec le Luxembourg qui a fait parler de lui en 2014 au moment de la nomination à la tête de la Commission européenne, de la nouvelle commission de Jean-Claude Juncker. Il était dans l'œil du cyclone. Aujourd'hui, cet œil est beaucoup plus large. On voit que ce sont à la fois les multinationales, des particuliers qui essayent d'échapper à l'impôt. Ça vous choque ? Et les banques françaises qui sont dedans jusqu'au cou, comme par hasard. En fait, Panama est partout. Il y a autour du monde des paradis fiscaux aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans certains de nos pays encore. Donc, si on fait la guerre à Panama, ça n'aide pas à grand-chose. Il faut faire la guerre aux intermédiaires, ceux qui amènent les entreprises ou les particuliers à cacher leur argent quelque part dans le monde. Ça peut être aux États-Unis, ça peut être sur une île britannique. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas rétablir la justice fiscale? Parce que des gens simples qui travaillent et qui ont leur salaire et qui écoutent ça, mais ils doivent être furieux. Vous ne voulez pas qu'on pointe du doigt en particulier votre pays d'origine, effectivement le Luxembourg, parce qu'il a été mis en cause, mais pour les rescrits fiscaux des multinationales, c'est-à-dire les accords un peu cachés de ces grandes multinationales qu'aujourd'hui on combat par la législation européenne. D'ailleurs, on peut la combattre puisque c'est une question de compétition, de concurrence fair play. Vous pensez que ça va assez loin, d'ailleurs, dans ce sens-là, que ce combat est mené de façon frontale, réelle ? Il a été mené d'une façon très claire dès le début de ce système. Le Parlement européen aussi a analysé ce qui se passe et a trouvé que la moitié des États membres font la même chose que le Luxembourg. Donc c'est un système général qui existe un peu partout et il faut donc combattre le système général. Et d'ailleurs la Commission européenne a fait une proposition de législation européenne où les grandes entreprises multinationales doivent dire où elles payent quel impôt, pour que ce soit très très clair. Et on vient d'y ajouter aussi les paradis fiscaux autour du monde pour que là aussi ils doivent dire s'ils sont oui ou non avec une de leurs constructions dans un de ces paradis. Notre système prévoit les règles de Dublin pour la distribution des réfugiés. Or, cet afflux massif qu'on a vu, qu'est-ce qu'il a provoqué? Il a provoqué le chacun pour soi, Dieu pour tous. Justement, la Commission, elle voudrait peut-être revenir sur les règles de Dublin, où, alors, précisons pour nos téléspectateurs, parce que c'est un dossier compliqué, que les réfugiés, quand ils font leur première demande, dans leur pays d'arrivée, ils doivent faire leur demande d'asile dans le pays où ils arrivent en premier. Et en l'occurrence, c'est presque toujours la Grèce et l'Italie. Mais c'est vrai que certains pays sont réfractaires à l'idée de revenir sur un autre système, un système de répartition systématique de ces réfugiés. C'est le cas par exemple d'un pays comme la France qui s'inquiète que ça devienne automatique. Je crois que rien ne peut être automatique, mais on doit trouver des règles communes. C'est un problème européen, c'est pas le problème d'un seul pays et Dieu merci, c'est pas le nôtre, on peut le laisser se débrouiller ce pays. Non, c'est un problème, ces gens veulent venir en Europe, ces gens fuient la guerre, il nous faut des règles claires. Et Dublin, c'est pas satisfaisant, vous dites? Dublin n'est pas satisfaisant du tout lorsqu'il y a un afflux massif. Dublin, ça
ça fonctionne lorsqu'il y a des personnes éparses, mais pas lorsqu'il y a un problème comme celui-ci. Ce système ne peut être résolu que dans la solidarité. Or, s'il y a quelque chose qui manque en Europe aujourd'hui, c'est bien la solidarité et j'en suis très attristée. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des débats parlementaires qui sont faits à coup de 49-3 quand c'est la gauche et d'ordonnances quand c'est la droite. Parce qu'évidemment, puisqu'on ne peut plus décider de rien, forcément, au bout d'un moment, ça grince. Dans l'article 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est dit que les États peuvent s'occuper seuls de certains sujets. On laisse les enfants jouer quand même avec leurs jouets, pas non plus exagérer. Mais que l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont dans leur finalité européenne. Bah oui, parce que même si on laisse les petits-enfants en France, les petits-enfants en Belgique, les petits-enfants en Italie s'amuser avec leurs jouets, on surveille quand même ce qu'ils font quand même, faut pas non plus exagérer. Donc les sujets, c'est la protection et l'amélioration de la santé humaine, que je rappelle que c'est aussi une compétence partagée en même temps, donc c'est bon. L'industrie, la culture, on a le droit de parler en français. Mais vaut mieux parler globiche. Le tourisme, heureusement en France on a le droit de s'occuper du tourisme, quand même. L'éducation, alors heureusement en France on a le droit de s'occuper de l'éducation, mais pour avoir des programmes européistes convaincus, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport, mais dans les GOPÉ ils parlent aussi de la réforme de la formation professionnelle en France. Donc voilà, ils exercent leurs compétences de coordination et d'appui, tu vois, donc coopération et d'appui. C'est dans les GOPÉ, ils t'expliquent qu'est-ce qu'ils doivent faire la réforme de l'apprentissage, et Macron fait une réforme de l'apprentissage. Voilà, donc on est censé pouvoir faire ce qu'on veut, sauf que même là on fait pas ce qu'on veut. La protection civile et la coopération administrative. Alors là aussi, coopération administrative. Visiblement, on fait ce qu'on veut, mais partout en Europe, on fait des grandes régions et on veut supprimer les départements. Et on fait des regroupements de communes, donc c'est un peu bizarre aussi. On fait ce qu'on veut, mais pas trop quand même. Deuxième chapitre. Mais comment c'est-il que ça marche l'Europe? Ensuite, que voulez-vous améliorer dans l'Europe? Par exemple, il y a l'article 42 du traité de l'Union européenne, qui dit que la politique militaire, diplomatique, de sécurité et de défense de l'Union européenne doit être compatible à l'OTAN et donc soumise aux États-Unis. Et d'ailleurs encore récemment, quand Macron a ressorti la vieille lune de 1954 de faire une communauté européenne de défense, James Mattis, qui est le secrétaire d'État à la Défense, quand il a été à Bruxelles à l'OTAN, il a dit que ça se passait dans l'OTAN et pas ailleurs. L'article 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dit que l'Union européenne doit faire la promotion des échanges commerciaux avec les pays tiers, c'est-à-dire la mondialisation avec la Chine, le Bangladesh, le Pakistan, etc. etc. L'article 37 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dit qu'il est interdit de préférer des produits français, même dans les services publics ou la police. Les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne disent qu'il faut mettre en concurrence les agriculteurs de toute l'Union européenne et que l'agriculture doit être productiviste et doit économiser la main-d'œuvre. L'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dit qu'il est interdit de préférer embaucher des Français plutôt que des travailleurs détachés et qu'il est interdit de donner la préférence aux gens des dom-toms dans les chantiers dans les dom-toms, alors même qu'il y a des taux de chômage de 25 à 30%. Et ça, c'est pas nouveau, ça date depuis un jugement de De Pont-de-Nemours contre le Mezzogiorno italien en 1991. L'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dit qu'il est interdit de restreindre les échanges de capitaux entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers. C'est ce qui autorise toutes les délocalisations,
en Chine par exemple, ou en Inde, ou en Bangladesh, ou au Pakistan, ou au Maroc, ou partout quoi. C'est ce qui aussi interdit le contrôle de l'évasion fiscale. Et c'est ce qui empêche aussi de protéger les biens historiques et industriels, d'être achetés par des Américains, des Chinois ou des Qataris. Il y a les articles 67 et 77 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui disent que c'est l'Union européenne qui s'occupe des douanes, des frontières, de l'immigration, du droit au regroupement familial et du droit d'asile, avec le succès incroyable que l'on voit avec la gestion de la crise des migrants. Il y a l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui dit que tous les services publics doivent être mis en concurrence et qu'ils seront à terme privatisés. Il y a l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui dit qu'il est interdit de donner des subventions à des entreprises nationales pour les privilégier, donc le Made in France est interdit. Il y a l'article 114 du TFUE qui dit dans son premier paragraphe que tout dans l'Union européenne doit être normalisé et harmonisé. Et dans son paragraphe 2, tout sauf la fiscalité et les droits des salariés. Il y a l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui dit que c'est l'Union européenne qui fixe chaque année pour les États membres des grandes orientations de politiques économiques, GOPE. Et les GOPE, c'est quoi? C'est le programme qui a été appliqué par Sarkozy, par Hollande, par Macron, et par le prochain d'après, et le prochain d'après, et le prochain d'après, et le prochain d'après, et par Tsipras en Grèce, et par l'extrême droite en Autriche, et par la monarchie en Espagne. Tout le monde applique les GOPE. Si on refuse d'appliquer les GOPE, il y a le paragraphe 4 de l'article 121 sur les GOPE justement, qui dit qu'il peut y avoir des sanctions, et que ces sanctions, ça peut aller jusqu'à 0,5% du PIB, c'est-à-dire 4 milliards d'euros pour la France. Et c'est pas l'État qui les paye, c'est la Banque de France qui les met de côté sur un compte gelé. Et en plus de ça, et le Conseil d'État en France et le Conseil constitutionnel ont à plusieurs reprises établi la jurisprudence que refuser d'appliquer une directive européenne est considéré comme anticonstitutionnel. Car il est écrit dans la Constitution, à l'article 55, que les traités internationaux sont supérieurs aux lois françaises. Et il est dit dans l'article 88.1 que la France appartient à l'Union européenne. Donc, puisqu'on fait partie de l'Union européenne, on doit appliquer les directives de l'Union européenne. Sinon, c'est anticonstitutionnel. Et en plus de ça, quand on retranscrit une directive européenne en loi française, on n'a pas le droit d'y inclure des amendements qui seraient contraires à cette même directive. C'est déjà arrivé, et donc le Conseil constitutionnel a invalidé ces amendements. Donc ils sont devenus zéro, c'est évident. Il y a l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui dit qu'il est interdit à la France d'emprunter directement à la Banque de France, mais qu'elle doit emprunter avec des intérêts plus ou moins élevés aux banques privées, ce qui augmente la dette. L'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui dit qu'il est normalement interdit d'avoir une solidarité entre les États. Les États du Nord ne doivent pas payer pour les États du Sud. Article contourné pour éviter le Grexit. Les articles 168 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne disent que les exigences de santé publique doivent se plier à la réalisation du marché intérieur. C'est-à-dire que le business passe avant tout, et qu'il n'y a pas de principe de précaution, voire l'obligation d'avoir des OGM et des scandales sanitaires. L'article 182 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dit que la BCE, la Banque centrale européenne, et donc la politique monétaire de l'euro, est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs. Les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que les gouvernements des États membres, respectent cette indépendance. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être influencée par les élections nationales, ni même européennes, mais seulement par les lobbies. Et que son objectif principal est de maintenir la stabilité des prix.
Or, tous ceux qui s'occupent d'économie connaissent la théorie du Nehru, Non-Acceleration Inflation Rate Unemployment, c'est-à-dire le taux de chômage qui permet de ne pas avoir une accélération de l'inflation. Car les économistes savent que lutter contre l'inflation, ça fait augmenter le chômage, et que faire baisser le chômage fait augmenter les salaires, donc augmenter les prix, donc augmenter l'inflation. Chapitre 3. Comment faire pour changer l'Europe? Comment faire pour changer les traités européens, le TUE et le TFUE? La réponse se trouve dans l'article 48 du traité sur l'Union européenne, qui fait 1 page et demie, et qui explique qu'il faut le consensus des 28 gouvernements de l'Union européenne, la ratification à l'unanimité des 28 parlements de l'Union européenne, et un référendum obligatoire en Irlande, de par la Constitution de la République d'Irlande, et c'est pour ça que les européistes ont fait voter et revoter en 2001 le traité de Nice, et voter et revoter en 2008 le traité de Lisbonne, par les Irlandais. Pour avoir un point de comparaison réaliste, pour comparer avec les négociations d'autres traités européens. Pour le traité de l'acte unique européen, ça a mis 3 ans entre le début officiel des négociations, le 26 juin 1984, et son entrée en application le 1er juillet 1987. Pour le traité de Maastricht, ça a mis 5 ans et demi entre le début officiel des négociations, le 28 juin 1988, et son entrée en application le 1er novembre 1993, après un deuxième vote des Danois. Pour le traité d'Amsterdam, ça a mis 4 ans entre le début officiel des négociations, le 2 juin 1995, et son entrée en application le 1er mai 1999. Pour le traité de Nice, ça a mis 3 ans entre le début officiel des négociations, le 24 février 2000, et son entrée en application le 1er février 2003, après un second vote des Irlandais. Pour le traité établissant une constitution pour l'Europe, ça a mis 3 ans et demi entre le début officiel des négociations, le 13 juin 2003, et il aurait dû entrer en application le 1er novembre 2006, sans le rejet des Français et des Néerlandais. Pour le traité de Lisbonne, alors que c'est un recopiage du traité de constitution européenne, ça a mis 2 ans et demi entre le début officiel des négociations, le 23 juin 2007, et il est entré en application avec 1 an de retard, le 1er décembre 2009, après un second vote des Irlandais. Donc, pour renégocier les traités européens de façon importante, voire radicale, ça prendrait minimum entre 3 et 5 ans sur un quinquennat. Et cela n'a aucune chance de réussir sur des sujets qui iraient contre l'intérêt des autres États, comme sur le contrôle des échanges de capitaux, qui serait rejeté par le Luxembourg, ou la réforme de la directive des travailleurs détachés, qui serait rejetée par les pays de l'Est, ou un contrôle des délocalisations, qui serait également rejeté par les pays de l'Est, ou une séparation de l'Union européenne et de l'OTAN, qui serait rejetée par les pays baltes et par la Pologne. Car, contrairement à ce que pensent certains, il n'y a pas que l'Allemagne de Madame Merkel avec qui il faut négocier. Et par exemple, encore récemment, c'est un vote de l'Irlande, du Luxembourg, de Chypre et de Malte, les 4 plus petits pays de l'Union européenne, qui a fait échouer une réforme sur l'imposition des GAFA, c'est-à-dire sur Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Yahoo, Twitter, etc., etc. Donc cette réforme très importante, qui aurait permis de taxer justement ces entreprises multinationales et multimilliardaires, a été rejetée par les votes de l'Irlande, le Luxembourg, Chypre et Malte. La France était pour, l'Allemagne était pour, l'Espagne était pour, la Grande-Bretagne était pour, tous les pays, il y avait plus de 20 pays qui étaient pour, mais non, c'est pas passé. C'est pas de chance, hein. Par contre, pour sortir de l'Union européenne, comme le font les Britanniques,
Et pour redevenir un pays libre et indépendant, comme le sont la Suisse, l'Islande, la Norvège, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, Singapour, le Maroc, Israël, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., il suffit que la France décide d'appliquer l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui fait une demi-page, au maximum. À défaut, 2 ans après la notification, c'est fini, on est sorti, au maximum. Il resterait encore 3 ans sur un quinquennat pour pouvoir appliquer la politique qu'on veut, pour pouvoir faire les réformes administratives, les réformes constitutionnelles qu'on voudrait. Mais pour ça, il faut d'abord, première chose, sortir de l'Union européenne. Car un pays qui ne décide de rien est un pays soumis. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!